Bonjour, je m'appelle Nicolas Desbiendras, je suis psychologue clinicien, docteur en psycholinguistique, praticien et superviseur EMDR Europe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la psychothérapie EMDR. Donc, je vais vous présenter la psychothérapie EMDR en partant de la théorie vers la pratique et les recherches scientifiques. Nous allons voir un très léger historique. Nous allons parler de neuroplasticité et du modèle TAI, le modèle qui sous-tend la pratique de la thérapie EMDR. On devra parler un petit peu de neuroplasticité cérébrale, de neurosciences, et du modèle TAI, du modèle TAI. Les mécanismes d'action qui sont en cours de recherche actuellement, le protocole standard pour la mise en pratique de la psychothérapie EMDR et de certains protocoles spécialisés, et puis, le trouble de stress aigu, le trouble de stress post-traumatique, traité en thérapie EMDR et les validations scientifiques et les recommandations. Et à la fin de cette vidéo, je vous indiquerai comment trouver un praticien EMDR accrédité EMDR Europe, c'est-à-dire un professionnel de la santé, psychiatre ou psychologue, qui a des critères de qualité pour pouvoir être un bon praticien EMDR. Alors, l'historique brièvement, la thérapie EMDR a été découverte en 1987 par une psychologue américaine qui s'appelait Francine Shapiro. À noter qu'elle était membre du MRI, le Mental Research Institute de Palo Alto. C'est l'institut de recherche de ce qu'on appelle les thérapies brèves. En 87, voilà, une annonce de vie un peu bouleversante, elle a un cancer. Et du coup, elle redécouvre les travaux de Norman Cousin dans le domaine de la psychoneuroimmunologie. Ça l'a concernée directement. Elle était en études de psychologie à ce moment-là. Et donc, elle raconte comment elle découvre l'effet bénéfique des mouvements oculaires au cours d'une promenade. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça fait partie un peu du mythe de la découverte de l'EMDR, mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir du tout sur le début de l'EMDR. Mais cette fable un peu existe. Elle se baladait dans un parc, elle bougeait les yeux d'arbre en arbre, et à la fin de la promenade, elle se sentait un petit peu plus apaisée. Elle s'est posé la question pourquoi. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Ici, pour aujourd'hui, honnêtement, on s'en fout. Donc en 1994, par la suite, Francine Shapiro, elle reçoit l'un des plus grands prix scientifiques des États-Unis, l'Award for Distinguished Scientific Achievement in Psychology, pour ses travaux sur la thérapie EMDR. En 2002, elle se voit décerner le prix Sigmund Freud par l'Association mondiale de psychothérapie et par la ville de Vienne. Un peu le bref historique des débuts, vraiment des balbutiements de cette thérapie. Pour résumer, le début réellement de la thérapie EMDR, c'est la thèse de doctorat de Francine Shapiro. Faut arrêter de parler de la balade dans un parc, c'est très empirique. Non, le début vraiment de cette psychothérapie a été par la thèse de doctorat, donc par des recherches scientifiques. Et les deux articles scientifiques qui ont été publiés par la suite, que je vous ai mis ici en description, donc en 1989. C'est vraiment ça, les débuts de la thérapie EMDR, puisque cette thérapie est une évidence-based pratique, donc une pratique basée sur les preuves scientifiques, et ça fait partie de l'évidence-based medicine, la médecine, la médication, la thérapeutique basée sur les preuves scientifiques. C'est une discipline, la thérapie EMDR, qui est basée sur les preuves scientifiques depuis le début de sa création réellement, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. On y reviendra légèrement en fin de vidéo. Donc, le MDR est décrite par David Savant-Schreiber comme une thérapie d'intégration neuro-émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Donc, en fait, c'est juste pour dire que c'est une thérapie qui passe, dans son modèle théorique, par le fonctionnement neurologique et affectif, émotionnel, pour intégrer de l'information, traiter de l'information. Donc, c'est une thérapie qui permet d'intégrer des éléments du passé qui ne sont pas complètement digérés en activant un système qu'on appelle le traitement de l'information. Ok. Donc, ce traitement de l'information se fait par un fonctionnement neurologique, c'est-à-dire en fait inné chez chacun des patients. Donc, le MDR est une evidence-based médecine, donc une médecine basée sur les faits, sur les preuves probantes, les preuves scientifiques. Elle se définit comme l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures données disponibles pour la prise de décision concernant les soins à prodiguer à chaque patient. Une pratique d'intégration de chaque expertise clinique aux meilleures données cliniques externes issues de recherches systématiques. Ça, c'est l'evidence-based medicine. Ok.
Donc c'est le terme anglais. Donc voilà, c'est une thérapeutique basée sur des preuves factuelles, sur des preuves objectives, mesurables par des recherches scientifiques. Ok. Maintenant, EMDR, qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est un sigle qui veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, ça veut dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. C'est assez atypique, bien sûr, mais on va voir un peu ce que ça implique. Donc, pourquoi? On va devoir parler un peu de neuroplasticité cérébrale pour pouvoir comprendre ce qui se joue hein, dans cette thérapie atypique. Donc, quelques points à savoir au niveau neuronal, au niveau des neurosciences, de ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau. On sait que la force des connexions synaptiques n'est pas fixe, mais plastique, modifiable. Donc, les synapses, hein, c'est les axes, les connexions qu'il y a entre chaque neurone. D'accord? Et cette connexion, elle est très, très malléable, c'est ça le côté plastique, très modifiable. L'apprentissage produit des changements au niveau synaptique. Donc, on a des modifications de la force de connexion synaptique. Il y a certaines connexions qui vont disparaître, d'autres qui vont se renforcer. Et ça va créer donc de nouvelles connexions synaptiques. C'est la trame neuronale un peu qu'il y a dans le cerveau. La persistance de ces différentes altérations dans la communication intersynaptique, donc due à l'apprentissage par exemple, peut expliquer les mécanismes élémentaires de stockage d'informations dans la mémoire. D'accord? Donc, c'est de quelle manière on va intégrer et puis du coup stocker de nouvelles informations et comment on pourra la remémorer par la suite. Ça, c'est tout en lien avec le stockage d'informations. Dans la vie, il y a deux grandes périodes hein, de plasticité cérébrale. Il y a l'enfance, qui est une période qu'on appelle critique dans le cerveau. Ça met en base ça met les bases de la machinerie, hein, c'est la synaptogénèse. Et puis, en tant qu'adulte, par la suite, le cerveau va affiner sa machinerie. Donc, en tant qu'enfant, il y a de la création de neurones et de synapses aussi. Et en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus la création de connexions synaptiques. Donc, on va vraiment affiner le câblage interneurones qu'il y a dans le cerveau. Le cerveau, c'est ça, c'est 10 puissance 11 neurones, ça veut dire 10 et 11 zéros derrière, et 10 puissance 4 connexions synaptiques, donc 10 et 4 zéros, donc 100 000 connexions synaptiques pour chaque neurone, ce qui fait 10 puissance 44 connexions synaptiques. Donc ce qui compte vraiment au niveau cérébral, bon, c'est pas le nombre de neurones, puisque celui-là il est assez fixe au final, c'est le nombre de connexions synaptiques. Donc, c'est vraiment cette trame neuronale, hein, ce réseau neuronal, ce réseau de connexions synaptiques qu'il y a dans le cerveau. Alors, on va commencer un petit peu par les thérapies. Donc, il y a un thème commun. Pourquoi est-ce que la thérapie EMDR et la thérapie, donc ce qu'on appelle TFCBT, c'est Trauma Focus Cognitive Behavioral Therapy, donc les thérapies cognitives et comportementales centrées trauma, pourquoi ces deux thérapies sont efficaces. J'y reviendrai, hein, ce sont les deux thérapies reconnues et recommandées pour le traitement des traumatismes psychiques, des TSPT, des troubles de stress post-traumatique. Donc l'un des arguments hein, que ces deux thérapies partagent, c'est qu'ils ont le même objectif neurobiologique, c'est réguler à la baisse l'amygdale, qui est le signal d'alarme au niveau de l'instinct de survie, de façon à permettre à l'hippocampe, c'est au cortex médian préfrontal, de redevenir actif. Donc nos cognitions, notre manière de réfléchir, nos croyances, on pourrait dire aussi, sont influencées par le limbique, cerveau émotionnel, et les cognitions sont aussi bien sûr influencées par le cortex, qui est le cerveau cognitif. Aujourd'hui, alors le terme c'est PTSD en anglais, donc Post-Traumatic Stress Disorder. En français, on parle de TSPT, trouble de stress post-traumatique. Ce traumatisme psychologique, psychique, est mieux compris comme un trouble de la mémoire, comme un trouble anxieux. C'est Stig Gold qui disait ça en 2009. C'est assez intéressant de retrouver cette citation, puisque en DSM-4, le manuel de classification des maladies mentales, le TSPT, le traumatisme psychique, était classé dans les troubles anxieux. Désormais, depuis le DSM-5, il a été enlevé des troubles anxieux et il a sa catégorie à part. Donc, effectivement, le TSPT n'est pas un trouble anxieux. L'anxiété en est un paramètre, mais ce n'est pas le cœur du problème. Et donc aujourd'hui, on voit plus le TSPT, le trauma psychique, comme vraiment un trouble du stockage d'informations, du trouble de la mémoire en fait, de comment l'information s'est enregistrée dans le cerveau et comment elle est récupérée, voire redéclenchée régulièrement.
Donc, on a différents systèmes de mémoire. On a la mémoire perceptuelle, épisodique, sémantique. Je vais la faire courte quand même. La mémoire épisodique, c'est la mémoire autobiographique des événements. Et on pourrait se dire, bah, c'est là où il y a un truc qui pose problème pour le trauma. Mais en fait, réellement, aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos souvenirs ne sont pas traités et enregistrés en mémoire épisodique, mais plutôt en mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire qui donne du sens à notre vécu. Ok. J'avais mis un schéma, vous pourrez le relire si besoin, c'est juste illustratif. Donc, comme je vous disais, très peu de notre expérience personnelle est enregistrée en tant que mémoire épisodique, mais plutôt en mémoire sémantique. Parce que le cerveau est fait ainsi, on a besoin de mettre du sens systématiquement sur les événements de vie qu'on traverse euh, au cours du parcours. On va, avec ces bases-là, un peu neuro, parler maintenant du modèle TAI, du modèle du traitement adaptatif de l'information. C'est le modèle théorique et empirique qui sous-tend la pratique de la thérapie EMDR. Donc, il faut essayer un peu de comprendre ce modèle pour comprendre le EMDR. Donc, le modèle du traitement adaptatif de l'information, modèle TAI, sous-tend la pratique. Donc, comme beaucoup de thérapies, clairement, les origines de nos problèmes viennent du passé. On a une réactivation au présent par des déclencheurs. Ça, c'est assez commun à beaucoup de thérapies, hein. Mais à la différence d'autres thérapies, en thérapie EMDR, comprendre n'est pas le but du tout. Euh, donc on n'a pas besoin de comprendre et c'est un modèle qui s'appuie sur des fonctionnements neurobiologiques. Donc le modèle TAI, lui, il émet l'hypothèse de l'existence d'un système de traitement de l'information qui assimilerait les nouvelles expériences dans les réseaux de mémoire déjà existants. Ok. Ces réseaux de mémoire qu'on a en stock sont à la base de nos perceptions, attitudes et comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception d'une situation présente est automatiquement reliée au réseau de mémoire déjà stockés, hein, qui font référence à ce qu'on est en train de vivre. Et ça va nous aider à interpréter, comprendre la situation. D'accord? Par exemple, si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous avez des réseaux de mémoire en lien avec la langue française. Si vous arrivez à lire ça, c'est en lien avec l'écriture. Ok. Ça veut dire que si je vous montrais un stylo, là, vous pourriez bien identifier, bah, même si c'est petit, un stylo. Très bien. C'est que vous avez des réseaux de mémoire en lien avec cet objet. Vous avez appris la perception de l'objet, vous avez appris l'attitude, c'est-à-dire vers 3-4 ans, c'est la pince de crabe, comment on attrape le stylo. Et puis après le comportement, chacun a un peu à son style d'écriture. Donc, c'est-à-dire dès qu'on voit l'objet, ça va stimuler en nous, dans notre cerveau, des réseaux de mémoire en lien avec tous les apprentissages et les événements de vie qu'on a avec cet objet. Si personnellement j'avais grandi dans une secte et que ça, on m'avait dit que c'était un marteau, eh ben, c'est pas que j'aurais cru que c'est un marteau, c'est ma propre perception du réel fait que pour moi cet objet s'appellerait marteau et j'ai plein d'informations en lien avec ça. L'attitude, ce serait de le prendre comme ça et le comportement de taper avec. Je serais bien embêté. Mais c'est juste pour vous dire que systématiquement, dès qu'on vit une situation, on perçoit les choses et cette perception va se mettre systématiquement en lien avec notre information stockée, donc les réseaux de mémoire et si on vit une situation et où ça fait en lien avec des réseaux de mémoire qui appartiennent à un trauma, qui ne sont pas bien stockés, pas bien digérés, forcément, notre perception, notre attitude, nos comportements peuvent devenir inadaptés à ce moment-là. Donc le modèle TAI, lui, il explique comment est-ce qu'on stocke de l'information et comment on perçoit les choses. Maintenant, voilà, la pathologie, hein, selon le modèle TAI, c'est réellement les problèmes surviennent quand une expérience de vie est traitée de manière inappropriée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un événement particulier, nous disait Francine Shapiro, un événement particulièrement choquant peut être enregistré sous une forme spécifique. Elle disait figé dans le temps. C'est une métaphore. Donc, c'est un événement, une information qui est stockée dans son propre réseau de mémoire, son câblage neuronal, mais incapable de se connecter aux autres réseaux de mémoire qui contiennent des informations adaptées. Donc, on aurait une distinction entre du stockage d'informations qui va donner des réseaux de mémoire stockés de manière dysfonctionnelle et un stockage d'informations qui donnerait des réseaux de mémoire stockés de manière adaptative. Ok. Donc, des informations inadaptées dans le cerveau et des informations adaptées. Un souvenir stocké de manière dysfonctionnelle,
pourra être déclenché par des stimuli internes ou externes, résultant à des émotions, cognitions, comportements inappropriés. L'exemple le plus simple pour comprendre ça, c'est un militaire qui revient d'opération extérieure et qui, dans la vie civile, se balade dans la rue et croise un pot d'échappement qui claque. Peut-être que cette information, un déclencheur externe, va se ramifier avec des informations non digérées qu'il avait lors de sa vie militaire sur le terrain et va faire référence à des explosions. Et donc à ce moment-là, sa perception de la situation va être une explosion dangereuse. Son attitude, c'est le mode survie qui s'active et le comportement, ce serait de se jeter à plat ventre pour se sécuriser. Tout ça est automatique et instinctif, mais ça renseigne d'une information stockée de manière dysfonctionnelle qui a été déclenchée à ce moment-là parce que derrière, il y a un trauma en fait. Donc les souvenirs stockés de manière dysfonctionnelle sont le fondement des futures réponses inadaptées parce que la perception des situations présentes sont automatiquement connectées avec les réseaux de mémoire associés. Donc le modèle taille et la neuroplasticité, on peut dire que grâce au processus EMDR, les réseaux de mémoire stockés de manière dysfonctionnelle, donc isolés, vont créer de nouvelles connexions synaptiques avec les réseaux de mémoire adaptatifs et provoquer leur assimilation par ces derniers. Donc en modèle taille, c'est comme ça qu'on comprend le processus qui se produit durant la psychothérapie EMDR. Les hypothèses du modèle taille sont de plus en plus confirmées par les recherches actuelles en neurosciences. J'ai mis quelques références. Une chose est sûre, les recherches ont montré l'efficacité de la thérapie EMDR sur les traumatismes. Mais on ne sait pas pourquoi ça marche. On n'a pas les outils suffisamment précis en neurosciences pour vraiment voir, bah, ok, on sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. C'est sûr. Mais il faut être clair que c'est le cas pour n'importe quelle psychothérapie, que ce soit pour l'hypnose ericksonienne, médicale, que ce soit pour même les TCC, thérapie cognitive et comportementale. Toutes ces thérapies modernes, basées sur des preuves scientifiques, ont fait preuve de leur efficacité. Mais ils ont fait preuve de leur efficacité, pas de leur explication. On n'a aucune compréhension vraiment claire et profonde de bah, pourquoi cette thérapie vraiment est indiquée pour telle pathologie, pourquoi telle thérapie est indiquée pour une autre. On a des recommandations dues aux recherches scientifiques sur l'efficacité, mais pas sur l'explication. Donc ce modèle taille, qui est un modèle empirique, voire même métaphorique parfois, on pourrait le dire, euh, on n'est pas sûr qu'il existe vraiment comme il est décrit. Quelques recherches quand même montrent que plus de 60% de ce modèle théorique est validé par les neurosciences, mais pas tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est plutôt humble, on dit on ne sait pas tout, on sait juste que ça marche, c'est prouvé, il y a une efficacité, on ne sait pas pourquoi. C'est le cas aussi pour les autres psychothérapies. Dans 300 ans, peut-être qu'on aura la réponse. Donc le bilan pour le modèle taille. En tant qu'humain, nous possédons un système intrinsèque de retraitement de l'information qui nous permet de réorganiser nos réponses face à des événements perturbants allant d'un état dysfonctionnel de déséquilibre à un état de résolution adaptative. L'événement douloureux entraîne un déséquilibre dans notre système nerveux, créant un retraitement de l'information incomplet ou bloqué. Cette information dysfonctionnelle est alors stockée dans son état initial non retraité, brut. C'est Derek Farrell qui nous explique ça. Et pour reprendre les mots de Francine Shapiro, elle disait, les vieux souvenirs perturbants sont stockés isolément dans le cerveau. Ceci empêche l'apprentissage et ou la guérison de se produire. Donc, elle parle bien d'apprentissage. Dès qu'on parle de stockage d'informations, on parle d'apprentissage. Le vieux matériel douloureux continue à être activé encore et encore dans une autre partie du cerveau. Vous avez déjà la plupart des informations dont vous avez besoin pour résoudre le problème. Seulement, ces deux parties ne peuvent pas se connecter. Une fois que l'EMDR, la thérapie EMDR commence, un lien s'établit, de nouvelles informations peuvent arriver à l'esprit et résoudre les vieux problèmes. Ok. On va voir maintenant les mécanismes d'action de la thérapie EMDR. Les hypothèses du modèle taille sont de plus en plus confirmées par les recherches actuelles en neurosciences, comme je vous disais. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'un modèle qui a été élaboré de manière empirique, théorique, se trouve confirmé à 50-60% aujourd'hui par les neurosciences. Tout ne va pas forcément être validé puisqu'on est sur un modèle théorique qui maintenant a plus de 30 ans, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été validées et c'est plutôt intéressant.
Je vous ai mis quelques scanners en fait de cerveau avant, après thérapie EMDR. Ce qu'on voit, c'est un cerveau précisément. Un scanner, ça montre le flux sanguin dans les zones cérébrales. Au niveau de la topographie médicale, c'est admis que si une zone est plus irriguée au niveau sanguin, c'est qu'elle est plus active. Donc avant thérapie, on voit le cerveau à gauche avec les zones reptiliennes, limbiques, corticales qui s'activent énormément confrontées aux mêmes stimuli, hein, donc l'image mentale la pire de l'événement traumatique. Et puis après 4 séances de thérapie EMDR, on pose la même question aux patients, quelle est l'image la pire? Ça, c'est pour les recherches. Et bah, du coup, on voit que ce ne sont que les zones sous-corticales qui sont actives. Donc, clairement, il y a une différence d'activation cérébrale après 4 séances EMDR à la même consigne. Autre recherche, même méthodologie, puisque c'est ça la recherche, hein, la réplicabilité des recherches pour voir si on a les mêmes résultats. Donc pareil, scanner cérébral avant, après thérapie, c'est vraiment assez similaire quand on compare, hein. Et puis là, ici, une vue longitudinale du cerveau. Bon, on voit à gauche les zones limbiques très très activées, à droite, ça reste plus, plus calme, je dirais. Euh, Ensuite, en thérapie EMDR, on a un terme qui s'appelle SBA. SBA signifie stimulation bilatérale alternée. Ok. Donc, on va stimuler le cerveau du patient de manière bilatérale des deux côtés et alternée. D'accord, c'est pas en même temps, c'est l'un puis l'autre, très rapidement. Il y a différents types de SBA, effectivement, en thérapie EMDR. Ceux qui sont à recommander et à privilégier sont les mouvements oculaires. Toutes les recherches scientifiques ont été faites par rapport au mouvement oculaire, c'est ça qui est validé, et donc c'est bien les mouvements oculaires qui sont à privilégier. Il existe d'autres types de stimulation, le tapping, c'est des tapotements sur les genoux, pareil, rapides, bilatéraux et alternatifs. Il y a des appareils qui font des beepers, des casques audio. On est dans de l'appareillage, je suis moins fan personnellement, mais le tapping est vraiment utile, on va dire ponctuellement comme alternative quand le patient n'arrive plus à suivre des yeux, si par exemple il y a une décharge d'émotion, une abréaction, des pleurs, et puis on repasse en mouvement oculaire dès qu'on peut. Donc, la validation scientifique s'est faite avec les mouvements oculaires en 95, puis beaucoup de recherches ont été faites par les mouvements oculaires. La recherche de Marco Pagani, laboratoire de Rome, en 2012, montre que les mouvements oculaires reproduisent ce qui se passe durant la phase qu'on appelle REM, Rapid Eye Movement, qui est une phase du sommeil paradoxal au niveau des ondes cérébrales. Ça veut dire que durant notre sommeil, on a 4 phases. Au plus profond du sommeil, la phase 4, on a une phase qu'on appelle paradoxale. Parce qu'au plus profond du sommeil, le cerveau est très actif. Les ondes cérébrales changent et voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est le sommeil des rêves, hein. Et en fait, Marco Pagani remarque que les ondes cérébrales du cerveau du patient durant la thérapie EMDR se mettent à changer et correspondent aux ondes cérébrales du sommeil paradoxal. Et on sait que durant le sommeil paradoxal, il y a une modification de la trame neuronale dans le cerveau. On ne sait pas trop pourquoi, mais on peut imaginer, et les hypothèses sont présentes, que bah, c'est durant cette phase aussi où on va stocker de l'information, remanier les informations qui sont déjà présentes, digérer, traiter, enregistrer. C'est peut-être pour ça que quand on révise un examen, on fait beaucoup de rêves, du moins on se rappelle beaucoup plus, parce que cette phase, elle est hypertrophiée. Et donc on a besoin de traiter et de stocker de l'information. C'est une vieille expérience qui montre bien là, les différentes phases de sommeil. C'est le cas pour tous les mammifères, hein, donc l'éveil, le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Et on voit que ce n'est pas les mêmes ondes cérébrales. Donc, ce qu'on fait en thérapie EMDR, bah, on a un protocole qui est plutôt carré, hein, qui permet d'aider un patient à se confronter à un souvenir non digéré, mais de le faire en toute sécurité, avec de la stabilisation, de la régulation émotionnelle, de la présence, de l'alliance thérapeutique. Tout ça est très important. Et durant certaines phases de ce protocole, on aura donc des mouvements oculaires, stimulation bilatérale alternée. Ça va aider le patient à digérer un souvenir qui en fait n'a jamais été traité jusque-là. Donc le MDR n'efface pas les souvenirs. Elle permet qu'ils ne fassent plus mal. Ça veut dire qu'on va passer d'un souvenir traumatique à un souvenir autobiographique. Souvent, les patients décrivent ce phénomène comme le fait de se rappeler le souvenir, mais de manière plus distante, plus floue. Oui, parce qu'il y a moins de symptômes intrusifs, il y a moins d'émotions qui montent trop fort. Donc, du coup, l'information est toujours présente, mais d'un point de vue de la mémoire sémantique, dans une mémoire qui donne du sens à notre vécu, on sait qu'on l'a vécu et on va dire que ça va devenir un souvenir autobiographique.
Je vous montre une des recherches. Tout ça est cité à chaque fois dans les sources. Du coup, là, on a une recherche qui a comparé en fait donc une double tâche, donc confronter une image mentale difficile, traumatique, perturbante, avec des stimulations par mouvement oculaire bilatéraux alternés. La même consigne avec une double tâche sans mouvement oculaire. D'accord? C'est-à-dire faire autre chose en même temps, reconnaître des images ou compter. Et puis un rappel simple, juste bah, fait avant, après, on se rappelle le souvenir. Donc on voit que effectivement, la double tâche avec mouvement oculaire, le niveau de perturbation a largement diminué, et c'est significatif, alors que ce n'est pas le cas pour les deux autres groupes contrôle ou groupes d'expérience. On a aussi comparé les différents types de stimulation bilatérale alternée entre les mouvements oculaires, les mouvements tapping par tapotement tactile sur les genoux ou par mouvement auditif. Et puis comparé à un rappel simple, bon, on voit que les mouvements par stimulation visuelle sont les plus efficaces. Les stimulations par tapping ne sont pas présentes dans la recherche, mais on sait qu'elles le sont aussi, mais un peu moins que les mouvements oculaires. Et les stimulations audio ont une efficacité, mais pas terrible quand même. Donc ça, il faut arrêter. Donc voilà, principalement en thérapie UMDR, on trouve des mouvements oculaires et de manière ponctuelle du tapping, tapotement sur les genoux, que ce soit avec les mains ou une baguette à distance. Il faut que ce soit respectueux et que ce soit bien sûr vu en amont avec le patient. Il y a des recherches qui ont aussi évalué, ben, alors les mouvements oculaires, c'est bien, mais c'est quoi la fréquence qui serait la plus indiquée? Marco Pagani nous disait, lui, 3 à 4 Hertz, donc 3 à 4 battements par seconde. C'est hyper rapide. Cette recherche a évalué de 0 à 1,2 Hertz. Bon, on voit que plus on monte, plus c'est rapide. D'accord, donc là, c'est le 1,2 Hertz qui, dans cette recherche-là, a été évalué comme le plus efficace, mais on sait que c'est même encore plus élevé, donc voilà, 3 à 4 Hertz, 3 à 4 battements par seconde au niveau des mouvements oculaires. On va avancer un petit peu sur le protocole standard. Alors, en thérapie EMDR, le protocole, il existe beaucoup de protocoles en thérapie EMDR, mais le protocole qui a été validé de point de vue mondial par l'OMS, c'est le protocole qu'on appelle standard. C'est celui qui est le plus efficace dans beaucoup de situations. Euh, donc, c'est un protocole qui est en 8 phases. Je vous le présente très brièvement. Donc, on a une prise d'histoire pour faire un tour d'horizon de la demande du patient, de sa vie d'aujourd'hui, de qu'est-ce qui l'amène là en thérapie, bien sûr. Une phase 2 de préparation qui va inclure une phase de stabilisation, de régulation émotionnelle. On va apprendre différents exercices au patient pour qu'il puisse gérer ses émotions entre les séances. On a un peu de psychoéducation et puis la création de ce qu'on appelle un plan de traitement et un plan de ciblage. C'est le plan de bataille de comment va se dérouler la thérapie après. Puis après, on a les phases de traitement. Donc l'évaluation, c'est vraiment, on va commencer à cibler un souvenir. Puis la phase 4 de désensibilisation. Donc là, on lance le retraitement de l'information, donc par mouvement oculaire. Une phase d'installation, pareil, par mouvement oculaire, où on va reconfigurer les cognitions. Donc on passe d'une condition négative à une condition positive. Une phase 6 de scanner corporel, pareil avec des mouvements oculaires pour intégrer et traiter l'information d'un point de vue corporel. Et puis une phase de clôture de séance, que ce soit une séance complète ou incomplète, et puis des phases de réévaluation qu'on a après à chaque séance. Voilà, tout ça évidemment prend de nombreuses séances, hein. C'est pas si magique que ça, le MDR, effectivement, c'est assez rapide quand même, mais la rapidité peut aller de 4-5 séances à 8 mois, hein, 10 mois, voire un peu plus même. Donc ça va dépendre évidemment du stockage d'informations que le patient a. Si on traite un trauma ou de multiples traumas, c'est déjà différent. Si on traite des traumas de la vie adulte ou des traumas de la vie d'enfance qui vont se mélanger avec des traumas développementaux ou des troubles de l'attachement, bon, oui, on n'est pas sur le même type d'information traumatique. Donc forcément, ça prend plus de temps dans les cas les plus complexes. Et puis, dans ce protocole standard, on a ce qu'on appelle 3 volets temporels, 3 temps, passé, présent, futur. Donc on va traiter bien sûr le passé, on va traiter aussi le présent, les déclencheurs du présent, et on va faire les projections au futur. On laisse vraiment rien au hasard en thérapie EMDR. Je vous ai dit qu'on avait le protocole standard, qui est le principal, et puis plein de protocoles spécifiques. Certains sont très utiles, d'autres, de mon point de vue, un peu moins. Alors, certains surtout sont validés par les recherches scientifiques, et d'autres ne le sont pas ou beaucoup moins. Alors, les protocoles d'événements récents sont différents du standard parce que ça n'a aucun sens d'aller travailler l'enfance quand on est sur un événement récent, un acte de terrorisme, une explosion, un accident de la route.
Donc là, on va se focaliser spécifiquement sur l'événement récent. L'un des protocoles d'événement récent s'appelle le RTEP d'Ilan Shapiro. Lui, il est assez bien sourcé. Il y a pas mal de recherches scientifiques qui l'ont vraiment évalué. Ils ont montré une grande efficacité. Donc à ce niveau-là, on est OK. Après, il y a d'autres protocoles addiction, deuil, phobie, douleur chronique, troubles dissociatifs, etc. Bon, bref. Certains sont très bien, d'autres, le protocole standard est très bien aussi. Il faut quand même poser la chose que la thérapie EMDR à l'origine est évaluée et reconnue pour le traitement du trauma, TSPT, trouble de stress post-traumatique, et qu'aujourd'hui, on a certaines indications complémentaires. Mais ça ne fait pas tout non plus. D'accord? La thérapie EMDR a ses limites. Il y a d'autres thérapies qui existent aussi pour d'autres indications pour lesquelles la thérapie EMDR serait moins indiquée. Donc, il faut être clair que chaque psychothérapie a son domaine, plus ou moins, et a ses limites, bien sûr. Donc, bon, après, si on a un deuil ou une phobie qui sont réactionnels à un traumatisme, oui, évidemment, la thérapie EMDR paraît très indiquée. Les addictions, c'est pareil, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Des fois, l'addiction est utilisée comme anxiolyse pour anesthésier un trauma ou des traumas. OK, dans ces cas-là, il y a une indication. Donc, si on avance sur le TSA, le TSPT, traité en thérapie EMDR. TSA veut dire trouble de stress aigu, trouble stress aigu même précisément, et TSPT, trouble de stress post-traumatique, c'est le trauma, mais dans une différente temporalité. Le TSA, c'est de 3 jours à un mois, le TSPT à partir d'un mois en termes de diagnostic médical. Et donc, c'est un domaine qu'on a en thérapie EMDR qui s'appelle les EEI, EMDR Early Interventions. Bon, c'est mon domaine de spécialité précisément. Donc, du coup, effectivement, je connais bien et c'est un domaine où on a effectivement des protocoles spécialisés et c'est intéressant de les utiliser car ils ont montré leur efficacité au regard de la science. Je passe ça brièvement, j'avais fait une petite recherche, c'est très humble. C'est plutôt un opinion paper sur des patients dans mon travail régulier. C'est juste pour pouvoir dire que le MDR est reconnu et recommandé par l'OMS, l'HAS en France, l'INSERM, pour le traitement du TSPT, mais le TSPT ne se diagnostique qu'à un mois, ce qui pourrait laisser croire qu'avant un mois, on ne ferait pas de MDR. Donc, c'était un peu casser un peu cette idée. C'est que des patients que j'ai eu vraiment en aigu, donc à partir de 3 jours jusqu'à un mois en début de prise en charge, donc qui sont en trouble stress aigu. On voit clairement une grande efficacité de ce protocole RTEP en thérapie EMDR sur la diminution de la perturbation et le fait de résorber le risque de développer un TSPT. Ça, c'est les symptômes au PCL5 des différentes voies de symptômes du TSPT, symptômes intrusifs, symptômes d'évitement, modification de conditions et d'humeur et altération dans l'éveil et la réactivité. Et quand même une nuance, pour résoudre un événement récent, c'est voilà, moyenne de 4 séances, assez rapide, mais c'est à nuancer puisque des patients qui avaient en plus du background traumatique dans leur enfance, eux, ont nécessité environ 7-8 séances pour résoudre l'événement récent, sans toucher évidemment à l'enfance. Les recommandations et indications de la thérapie EMDR pour le TSPT. Donc, on a les organismes internationaux, hein, l'OMS, l'ONU, etc. Et puis différents organismes nationaux. Chaque pays a ses propres recommandations, mais c'est les mêmes, en fait. L'HAS et l'INSERM en France, États-Unis, Royaume-Uni, donc toutes ces instances recommandent la thérapie EMDR pour le TSPT. Pareil, l'OMS, VAD, APA, NICE, etc. On a les mêmes recommandations. Les deux thérapies mises en avant de première intention, c'est-à-dire les plus efficaces et les plus spécialisées pour le trouble de stress post-traumatique, sont les TCC-CT, thérapie cognitive et comportementale centrée trauma. Donc, c'est un protocole particulier qu'on appelle l'exposition prolongée. Ok, c'est pas la troisième vague, c'est un truc vraiment à part. Et la thérapie UMDR. C'est vraiment ces deux thérapies qui sont systématiquement mises en avant parce que ce sont les plus efficaces au regard des données scientifiques qu'on a actuellement. Les recherches récentes, je vais passer rapidement, mais je vous illustre aussi vite fait les choses. On a des protocoles de groupe en thérapie UMDR qui sont très utiles à la fois pour les catastrophes naturelles, les réfugiés, les événements de grande ampleur de multivictimes, où par définition, on n'a pas assez de professionnels de la santé vis-à-vis au nombre de victimes. Et donc, voilà, ces protocoles de groupe sont vraiment intéressants dans ce type de circonstances. Des études randomisées qui ont évalué et montré leur efficacité sur des protocoles IGTP, GTEP, qui sont des protocoles spécialisés de groupe.
Intervention d'urgence, voilà, je vous ai mis des références, vous pourrez aller voir par rapport à ça. Intervention précoce aux urgences, étude software qui est vraiment chouette. Et puis, on a dans les différentes recherches scientifiques, il n'y a pas toujours la même qualité, hein. Une étude de cas, c'est au très très bas de la pyramide des preuves scientifiques. Et en haut des preuves scientifiques, on a ce qu'on appelle les méta-analyses. C'est ça. Les méta-analyses, c'est le fait de regrouper plusieurs études scientifiques de grande qualité qu'on appelle RCT, Random Control Trial, donc études contrôlées randomisées, pour reprendre toutes les données et puis voir ce qui se passe. Donc on a un, 2, 3 méta-analyses, 4, 5, 6, 7. Bon, je passe, hein. On a les études contrôlées randomisées, c'est pareil. Je vous mets les références, vous pourrez faire pause et aller les lire si vous voulez. Je ne vais pas passer 15 minutes à tout vous décrire, plus que 15 minutes. Et d'autres études un peu de moins grande qualité, mais qui sont quand même intéressantes. Voilà. Donc, je vais finir le fait d'avoir parlé de cette thérapie EMDR en vous disant que la thérapie EMDR est très efficace. Ce qui veut dire que c'est très puissant. Mais ce qui est puissant entre de mauvaises mains peut être délétère. Ce qui veut dire qu'il y a un titre qui existe, un praticien EMDR Europe. C'est un titre qui est protégé partout en Europe et tous les pays européens ont les mêmes critères de qualité et de formation. Et tout ça est géré par des associations nationales. Donc en France, c'est EMDR France, sous l'égide de EMDR Europe, qui gère la formation des praticiens EMDR, qui sont des professionnels de la santé, psychiatres ou psychologues, cliniciens ou psychologues développementaux. Euh, il faut vraiment être clair sur le fait que les professionnels doivent avoir une base de psychopathologie solide pour savoir ce qu'ils font. Parce que oui, le MDR est très puissant. D'accord? Et il est clair que en France, du moins, le titre praticien EMDR Europe est protégé, mais la pratique ne l'est pas. C'est la loi française. Et c'est compliqué. Et donc, on a des gens qui se disent thérapeutes. EMDR, alors, thérapeute ne veut rien dire en soi, c'est pas un titre protégé, hein, c'est psychothérapeute qui est protégé. Thérapeute psycho-affectif, thérapeute EMDR, EMDR+, EMDR, hypnose EMDR, IMO, etc. Je suis sûr que dans le tas, il y a des gens qui sont de bonne foi, de bonne volonté, voire même très compétents, peut-être. Mais il y a un risque énorme pour les patients. Donc, je ne peux que vous conseiller de trouver un praticien EMDR près de chez vous sur l'annuaire officiel du site EMDR France, où là, vous serez sûr de tomber sur des praticiens EMDR accrédités Europe, psychiatres ou psychologues, qui ont donc des diplômes universitaires, qui savent ce qu'ils font, qui sont formés avec des critères de qualité suffisants et qui sont compétents. Voilà, c'est embêtant cette situation où, en tant que praticien MDR, ça nous arrive assez régulièrement de récupérer des patients qui sont passés entre les mains d'hypnothérapeutes, de n'importe quel titre, quoi, avec qui ont fait une espèce de MDR, pas du tout MDR en fait, mais qui les a rendus plus mal que mieux. Donc oui, le MDR est très puissant, très efficace dans certaines indications, mais évidemment, ça se prépare, ça se fait pas comme ça, et il faut savoir ce qu'on fait. Ok. Donc c'est important de trouver l'annuaire officiel, il est là sur le site EMDR France. Ok. Merci et je vous dis à bientôt.